Tête de lecture. Pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, Deezer et Spotify, nous sommes le mardi 20 décembre 2022. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois, même en décembre. Ce soir, dans Tête de lecture, on vous emmène à la découverte d'un théâtre un peu particulier dont on ne soupçonnait pas ici l'existence il y a encore quelques semaines. Il s'agit du théâtre documentaire. Après tout, que ce soit au cinéma, dans la littérature, la télévision, là où il y a de la fiction, le documentaire n'est jamais loin. Et vous allez voir que le théâtre n'échappe pas à la règle, notamment avec la pièce Autophagie. Entre parenthèses, histoire de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers, et puis des fruits, du sucre, du chocolat. Fin de la parenthèse. Et pour cela, nous recevons la comédienne Olga Mouak. Bonjour Olga. Ça va ? Ça va. Que prenait-on au petit déjeuner en France en 1777 ? Depuis quand cuisinons-nous des tomates ? D'où viennent les bananes, le riz, le cacao, les pommes de terre ? Tous ces aliments qui constituent notre quotidien sont les fruits d'un long voyage qui commence avec Christophe Colomb et continue aujourd'hui jusqu'en Chine dans les champs de tomates. On a tous une histoire avec la nourriture. Chacun a une histoire personnelle, faite de gourmandise, de péchés mignons, de plaisirs coupables ou de dégoût viscéral. Une nourriture qui nous définit, selon qu'on est fan de barbecue au charbon ou amateur de quinoa bio. La nourriture, source de tant de plaisir et réceptacle de toutes nos angoisses. Heureuse ou malheureuse, on a tous une histoire avec la nourriture. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la nourriture aussi a sa propre histoire. Une histoire bien méconnue, souvent faite d'exploitation, de spoliation, de déshumanisation. Il n'y a pas de quoi se réjouir de ce récit. Pourtant, c'est dans la danse, le chant, la fête, la communion entre les humains, que la pièce Autophagie place ses espoirs pour exorciser le passé et écrire les nouveaux chapitres de cette histoire commune. Voilà pour le résumé de la pièce. Mais sur la scène, il y a des comédiens, un cuisinier, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlbert, avec Eden Douve à la technique, préparée par Elisa Romani, cadrée par Rodolphe Villevieille et Florent Cobel, et présentée par Dimitri Suman dans les studios des Bonnes Résolutions. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, mais surtout sur Instagram avec le hashtag Tête de lecture, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités théâtre de la saison en un seul podcast. C'est gratuit. Tête de lecture sur Deezer, SoundCloud et Spotify, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble pendant une petite heure, vous avez le programme. C'est parti. Olga Mouak, merci beaucoup d'être là sur le plateau de Tête de lecture. Est-ce que tout va bien pour toi ? Écoute, ça va. Toi, ça va ? Moi, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. C'était une très belle présentation. Hein. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite par cette question de théâtre documentaire. Déjà, je voudrais savoir si c'est un terme que vous avez choisi de mettre en avant ou si c'est un genre qu'on vous a attribué par la presse ou les critiques. Écoute, je ne peux pas parler à la place de la metteuse en scène Eva, mais j'ai un peu l'impression que le terme d'eucharistie documentaire, je crois que c'est comme ça qu'elle le présente, je pense que c'est une invention de elle. Je pense pas que ce soit un terme qui était attribué au spectacle par les spectateurs ou par la presse. Je pense vraiment que c'est elle qui est à l'origine de ce terme-là. Et c'est assez juste quand on pense au contenu de la pièce et à ce qui s'y passe au début et à la fin, et pendant. Donc, ouais, pour le coup, je pense que c'est 100% made in mise en scène. Eva Doumbia, d'accord. Et alors, d'après toi ou selon elle, qu'est-ce que ça veut dire, alors, le théâtre documentaire ? Je pense qu'on peut considérer comme du théâtre documentaire toute forme de spectacle qui tire la source de son contenu à travers des recherches étayées sur un sujet particulier avec, à partir de faits historiques concrets, à partir d'images, que ce soit des images d'archives ou des images qu'on aurait été chercher sur place, comme c'est le cas dans Autophagie. Je pense que n'importe quel théâtre qui s'inscrit un peu dans le réel,
dans la recherche, qui frôle un peu le journalisme à certains endroits, je pense qu'on peut appeler ça du théâtre documentaire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je définirais le théâtre documentaire. D'accord, donc il y a bien une histoire, il y a un fil rouge. Et par rapport aux comédiens, parce que souvent, quand on prend documentaire télévisuel, on imagine que les personnages qui sont interviewés dans un documentaire, c'est des personnages qui ne jouent pas de rôle. Ouais. Comment ça se passe au théâtre? Comment ça se passe dans cette pièce-là, Antophagie? Bah là, je pense qu'on peut pas faire l'écueil de la préparation de l'écriture de la pièce. En fait, les interprètes qui sont au plateau, les rôles ont été plus ou moins écrits pour nous, ou en tout cas en fonction de nos vies personnelles, que ce soit pour Angelica ou pour moi-même. Donc, comment dire, le documentaire, c'est aussi un peu nous, c'est aussi un peu nos vies. Et bien sûr, ça s'élargit sur quelque chose de plus grand et ça permet aussi aux spectateurs de s'identifier et de se sentir proche et touché par le propos. Mais dans le processus d'écriture, c'est vrai que Eva, qui est aussi l'auteur, est partie de récits très proches de nous, très proches des interprètes, en fait. D'accord, donc vous étiez au casting déjà même avant l'écriture, quelque part. Bah, en fait, si tu veux, à la base, Autophagie, tout est né vraiment dans la tête d'Eva. À la base, c'était un solo. Ouais. Et le spectacle a tellement évolué, si tu veux. En fait, au début, elle avait créé ce solo pour parler de la banane, de son rapport à la banane. Et puis, en fait, comme dans tout sujet de recherche, quand tu commences à te pencher un peu sur un truc, ça devient un puits sans fond. Et finalement, elle a dû, je pense, vouloir faire intervenir Alexandre, qui est cuisinier et qui, lui, travaille beaucoup sur la cuisine d'Afrique, la gastronomie africaine. Et puis, entre-temps, elle a dû en discuter avec Angelica, qui lui a dit « Mais attends, mais Angelica est japonaise, moitié japonaise. » Et elle a dû lui parler de son rapport avec le riz. Du coup, Eva s'est dit, mais en fait, viens, rejoins le projet. Et puis, entre-temps, moi, j'étais déjà en train de travailler avec elle. Et c'était à ce moment-là, mon obsession, c'était un peu le sucre. Et du coup, elle m'a dit, mais en fait, rejoins le projet. Faut pas trop que je présente le sucre comme ça. Alors, raconte-nous, c'est quoi ton rapport au sucre? Le sucre, mon rapport au sucre. Oui. Comment te dire, c'est une histoire d'amour... qui ne m'apporte que des caries et que des ennuis. Et je rappelle d'ailleurs que tu es arrivé à l'enregistrement de l'émission et tu étais en train de manger des bonbons. Oh non, je veux pas cafeter. Je ne dirais pas, mais ouais. Bah ouais. Mais tu sais, j'ai vraiment essayé tout. Hein. J'étais me faire hypnotiser. Ça a marché genre 3 mois. J'ai essayé genre d'arrêter net, mais après j'avais des maux de tête. Enfin, j'ai un rapport au sucre qui est vraiment très, très particulier. Et depuis toute petite. Et en fait, je ne saurais pas te dire d'où ça vient, mais en tout cas, dans le spectacle, on parle de mes origines, et en particulier de ma mère, qui est donc réunionnaise, et du fait qu'à La Réunion, 57% de la surface agricole utilisée est dédiée à la canne à sucre. Donc, c'est pas un hasard si j'ai ce rapport-là au sucre, je pense. En tout cas, c'est lié à quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est la culture de la canne à sucre. Et puis, on pourrait aussi élargir au chocolat, enfin, c'est ce qu'on fait dans la pièce notamment, oui. On parle du chocolat, on parle du cacao, et des endroits d'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, où le cacao est cultivé. Et voilà, et donc du coup, la boucle est bouclée, quoi. En tout cas, me concernant, et concernant Angelica aussi. Alors justement, pour aller un peu plus sur l'histoire de la pièce en elle-même, en tout cas son déroulement, ouais. On part comme ça de la petite histoire, l'histoire personnelle. Ouais. Et à chaque fois, on déterre et on se rend compte qu'il y a une histoire gigantesque. Et pour chaque aliment, hein, incroyable. On a une liste d'aliments dans le titre. Pour chacun, il y a quelque chose comme ça qui se révèle. Mais ouais, il y a une histoire, oui, il y a une histoire très forte derrière chacun des aliments. Si tu veux, rien de ce qui existe dans nos assiettes à l'heure actuelle n'est anodin.
Mais pour le meilleur comme pour le pire, évidemment. Mais en tout cas, moi, je sais que à la fin du spectacle, souvent, quand les spectateurs viennent discuter avec nous, ils sont un peu déçus parce que on parle déjà quand même de pas mal d'aliments, donc on peut pas tout dire et parler de tout. Mais je sais qu'il y a des spectateurs qui viennent nous voir et qui disent « Mais vous avez pas parlé je sais pas moi, du riz de Madagascar, vous avez pas parlé et c'est vrai que c'est ça qui est aussi beau et intéressant, c'est que ça provoque énormément de réflexions sur ce qu'on mange, mais aussi sur les aliments qui nous composent. Tu vois, de la même manière que moi, j'ai un rapport au sucre qui est très particulier, qu'on pourrait lier à mes origines. C'est vrai qu'on parle de la Madeleine de Proust, par exemple, dans le spectacle, et c'est vrai que ça force les gens à s'interroger sur leur propre Madeleine de Proust à eux, sur leur rapport avec ce plat particulier qui résonne en eux, qui provoque quelque chose chez eux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est trop beau de voir les spectateurs venir nous voir et dire « Oui, et vous savez que moi, j'étais persuadée que le pastis, ça venait de chez moi, et en fait, la badiane, elle vient pas du tout de chez moi. » Ou même... c'est sans fond, c'est sans fond. J'ai dû même moi-même arrêter de faire des recherches à un moment donné parce que on se perd là-dedans, avec beaucoup de plaisir, mais ça peut être aussi très chronophage, quoi. Et vous partagez aussi le fruit de vos recherches, alors dans la pièce bien sûr, mais il me semble que vous prolongez un petit peu l'expérience parce que vous citez des ouvrages. Ouais. Et des ouvrages qu'on peut retrouver à la sortie de la salle. Ouais, tu peux les retrouver à la sortie de la salle. La plupart du temps, dans les théâtres dans lesquels on joue, on commande à la librairie du théâtre les livres qui vont être cités. Mais aussi, s'ils y sont pas, c'est très possible à la fin du spectacle. Souvent, les spectateurs, ils aiment bien venir sur le plateau et regarder un peu chaque élément de décor, etc. Et souvent, ils prennent des photos des livres pour pouvoir les commander eux-mêmes. Et ouais, effectivement, c'est très documenté, quoi. C'est la base de la recherche, c'est-à-dire que tous les livres qui sont présentés là ont été lus, en fait, par nous, par Eva. Tout ce qui se dit dans ce spectacle peut être aisément vérifié. C'est pas des informations, c'est pas sorti nulle part. On n'invente rien, quoi. On peut fact-checker la pièce. Fact-checker, oui, tout à fait. Ouais, on peut tout vérifier. Alors, on a parlé de théâtre documentaire. Effectivement, on a pour l'instant passé sous silence la deuxième partie, c'est-à-dire le documentaire eucharistique. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire dans le cadre de cette pièce ? En fait, comment on pourrait dire ça ? Ouais, si tu veux, le parti pris de la pièce, c'est qu'il s'agit en fait d'une forme de cérémonie à la fin de laquelle on partage tous un repas ensemble. D'où le côté eucharistique, en fait. Tu vois, quand on décide de rompre le pain et voilà, la référence un peu biblique de rompre le pain et de manger tous ensemble. C'est un rituel religieux, donc. C'est un rituel religieux qu'on a détourné dans le cadre d'autophagie parce que, en fait... c'est pas un spoiler, hein. Enfin, je veux dire, n'importe qui lirait sur le spectacle sait ça, mais en fait, pendant le spectacle, Alexandre, qui est donc cuisinier, prépare un mafé. Donc, il a tous les ingrédients avec lui sur scène, il le prépare, et à la toute fin, le public est invité à déguster le mafé avec nous, avec Eva, tous ensemble, autour d'une table. Et vous appelez ça aussi une cérémonie. Il me semble qu'au début de la pièce, vous parlez d'une cérémonie. Ouais. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que tu as deux protagonistes et une maîtresse de cérémonie qui est jouée par Eva. Donc la metteuse en scène. Qui est la metteuse en scène. Et l'autrice. L'auteur, l'autrice. Et en gros, les deux protagonistes, il y en a une qui a souvent l'habitude d'assister à ce type de cérémonie, et l'autre qui est toute nouvelle, qui vient juste d'arriver, et chacune prépare un témoignage, en fait. Et donc, Angelica, elle prépare son témoignage sur le riz qu'elle va livrer au public, comme
comme dans une cérémonie, je sais pas, comme quand tu peux assister par exemple, ouais, aux États-Unis, chez les protestants, ils font vraiment beaucoup ça, quoi. Il y a pendant la messe, tu as des membres de la congrégation qui peuvent arriver et partager un témoignage et tous les autres les écoutent comme ça dans le respect et c'est un peu le même principe qu'on a repris, c'est-à-dire chacune arrive avec son témoignage et à travers ce témoignage-là, en fait, on retrace l'histoire de l'aliment. Et c'est le cas pour le riz et c'est le cas pour le sucre. Et on parle aussi de tout ce que tu as cité dans de la banane, de la banane, du chocolat. La banane, du chocolat, on parle du palmier, on parle de l'arachide. Mais on ne peut pas parler de tout, mais on essaye vraiment de faire voyager le spectateur. Ouais, on essaye. J'espère que ça marche. Ouais. Alors, comment ça se passe pour le spectateur, justement ? Le spectateur, au tout début, quand il va rentrer dans la salle, qu'est-ce qu'il va voir ? Comment ça va se passer pour lui ? En fait, déjà, le premier truc, je pense, c'est l'odeur, quoi. Parce que quand le spectateur y rentre, en fait, Alexandre est déjà en train de cuisiner. Donc, il y a ce truc où le spectateur arrive dans la salle et d'abord, il va sentir l'odeur de la nourriture en train de mijoter. Ensuite, il va avoir la possibilité d'aller s'asseoir d'un côté ou d'un autre. Et souvent, c'est assez rigolo parce que... Alors, d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire ? En fait, on a un dispositif bifrontal. C'est-à-dire que de part et d'autre de la scène, il y a des gradins. Donc, en fait, tu peux choisir d'aller t'asseoir plutôt à gauche, plutôt à droite. Et du coup, ça crée une atmosphère où, dès le début, les spectateurs sont comme amenés à se regarder les uns les autres, si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, ouais. Ils sont assis les uns en face des autres. Au milieu, il y a un plateau. Et il y a plein d'objets qui sont un peu comme ça, disposés un peu partout. Enfin, c'est très foisonnant, quoi. Il y a énormément de choses à voir pour l'œil. Je ne vais pas tout dire, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour le spectateur à découvrir dès qu'il s'assoit. Et puis, il y a aussi, de part et d'autre de la scène, 2 écrans. Et sont retranscrits sur les écrans en direct ce qui se passe à la station, là où le cuisinier est en train de cuisiner. Donc on voit le spectateur, quand il entre et qu'il s'assoit, s'il jette un coup d'œil sur l'écran en face de lui, il voit tout de suite Alexandre et ce qu'Alexandre est en train de cuisiner. Et donc du coup, chacun y va un peu de son commentaire, genre « Ah, mais il met beaucoup de tomates » ou « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Enfin, ça provoque immédiatement la curiosité. Et je sais ça parce que je suis évidemment assise dans le public avec les spectateurs. Donc ça me donne l'occasion de les entendre aussi pas mal. Donc tu es mêlé aux spectateurs ? Ouais. En fait, je rentre comme... Ils savent que tu fais partie de la pièce ou tu t'es avec eux ? Non, ils savent pas que je fais partie de la pièce. D'accord. Je rentre comme n'importe quelle spectatrice, quoi. Avec D'accord. un ticket et tout, quoi. Et alors, à quel moment tu te révèles ? Au moment où la pièce commence. Non, c'est facile de dire comme ça, mais en gros, la pièce commence quand moi, je me révèle. C'est-à-dire, souvent, j'essaye de... Déjà, quand j'entre avec plein de gens, je suis toute seule, j'essaye de discuter un peu avec mes voisins, etc. Puis, dès que tout le monde est entré, dès que les portes se ferment, je commence. Je fais comme si j'allais, je sais pas, aux toilettes à la dernière minute, ou comme si j'étais prise une petite crise et tout, d'hypoglycémie. En fait, je simule la crise d'hypoglycémie, et petit à petit, donc Angelica vient m'aider, elle fait aussi, elle aussi, comme si c'était une spectatrice qui vient m'aider, qui voit que je me sens mal, etc. Et à partir de là, on glisse on amène le public vers la fiction, vers le spectacle. D'accord. Et donc, cette crise d'hypoglycémie qui amène à la première histoire du sucre. On y revient. Presque, oui. C'est le début, en tout cas. On comprend tout de suite pourquoi elle est là, quoi. Qu'est-ce qui l'amène à être là ? Alors, j'en ai parlé un petit peu dans le résumé de la pièce. C'est que dans la plupart des histoires qu'on va découvrir sur les aliments, on s'en compte, c'est pas des histoires très heureuses la plupart du temps.
Et vous le datez à l'arrivée de Christophe Colomb, ce qui pense être les Indes. Oui. Et tu peux me raconter un peu Bien sûr. En tout cas, pour ce qui est du sucre, ce qui est dit dans le spectacle, c'est que en gros, effectivement, je le dis dans le spectacle, je dis que pour moi, l'an zéro de mon histoire, c'est 1492. Et 1492, effectivement, ça correspond à la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et effectivement, il arrive en Inde, enfin, il croit qu'il arrive en Inde, et il se retrouve complètement perdu parce que c'est pas du tout l'endroit où il était supposé se trouver. Et en fait, donc il arrive dans les Caraïbes, enfin ce qu'on appelle maintenant les Caraïbes, et en fait les fèves de cacao, qui sont Olmec, Aztèques, sont données à Christophe Colomb, et historiquement on raconte qu'en gros Christophe Colomb, quand on lui offre ça, il pense que c'est de la merde de chèvre, enfin tu sais, il pense que c'est des petites merdes de chèvre comme ça, et il les jette à l'eau comme ça. Et bref, ça c'est la première rencontre de Colomb avec les fèves de cacao. Et la fève de cacao va voyager comme ça jusqu'au jour où des carmélites, donc des nonnes espagnoles, vont l'agrémenter de sucre de canne pour la première fois. Et c'est de là que vient effectivement l'association du sucre de canne avec la fève de cacao. C'est de là que vient nos petits desserts chocolatés, notre cacao, notre chocolat avec un petit goût comme ça, un peu sucré. Ça vient de là, donc ça on en parle dans le spectacle. Du voyage, en fait, du sucre. De comment est-ce que ça commence chez les Aztèques pour finir chez Louis XIV, à la Renaissance. Comment est-ce que la pâtisserie, grâce au sucre, en fait, devient finalement une telle institution française, etc. Ça, on en parle. Et des conséquences du sucre sur les dents des gens déjà à l'époque. Vous dites aussi que le sucre, ça sert à rien, le sucre raffiné. Enfin... Ça sert absolument à rien. C'est vraiment... Ouais, ça sert à rien, c'est ça qui est assez drôle. Ça sert à rien et pourtant on peut pas s'en passer. Enfin, c'est dans tout. C'est vraiment dans tous les aliments. Et récemment, il y a des études qui ont été faites pour prouver effectivement le côté addictif finalement du sucre. Et donc ça aussi, on en parle. Et mon personnage, c'est complètement ça. Mon personnage dans la pièce, c'est complètement cette femme qui, sans trop savoir pourquoi, ne peut pas se passer du sucre, qui est partout et qui pourtant ne sert vraiment à rien et a fait plus de mal historiquement que de bien aussi. Je voudrais revenir sur les acteurs qui jouent leur propre rôle, plus ou moins. Est-ce que tu penses que c'est ça qui trace vraiment la différence la plus flagrante avec la fiction ? Si tu veux, c'est compliqué de répondre à ça. Je dirais qu'en fait, il y a une ligne très fine. En tout cas, moi, sur scène et par rapport à Autophagie, je suis sans arrêt sur une ligne assez fine entre moi, Olga, mon rapport avec le sucre, et le personnage qui a été écrit par Eva. Et souvent ça frotte, souvent c'est un peu la même personne. Mais c'est ça aussi qui est très beau, c'est cette ambiguïté en fait. Cet endroit de jeu pour moi en tant qu'interprète, parce que je me sens terriblement concernée par tout ce qui est dit, et en même temps, je suis en représentation. C'est-à-dire que je suis pas... c'est pas mon état d'être de tous les jours, quoi. Et puis, il faut toujours un prétexte pour commencer... Ouais, c'est comme un prétexte pour commencer à embarquer, pour embarquer tous ensemble, en fait.
c'est plus intéressant d'avoir des interprètes qui se sentent concernés par ce qu'ils disent pour pouvoir embarquer tout le public avec eux et pour pouvoir à tout moment décrocher et jouer sur cette ambiguïté justement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et souvent les spectateurs viennent souvent me dire mais c'est vrai que vous êtes addict au sucre. Et souvent ils me trouvent avec un paquet de bonbons à la main, donc ils savent très bien que ouais, effectivement, que c'est pas si éloigné de la vérité. Et cette posture-là, est-ce que tu la rencontres souvent en tant que comédienne dans les rôles qu'on te propose? De plus en plus, parce que, mais c'est des choix que je fais aussi, Ouais. que je choisis de jouer de plus en plus des choses vis-à-vis desquelles je me sens concernée. Mais je veux dire, je me sens aussi concernée par l'amour, je me sens aussi concernée par la mort. Enfin, mais c'est vrai que l'avantage du travail avec Eva, parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, mais l'avantage du travail avec elle, c'est qu'il y a toujours un point sur les personnages qu'elle choisit pour moi ou qu'elle m'offre. Il y a toujours un point d'accroche qui est proche de qui je suis. J'ai jamais je suis jamais obligée de faire un pas trop grand entre moi et le personnage qu'elle me propose de jouer. Et Autophagie, c'est carrément le level au-dessus, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est la suite de beaucoup de discussions qu'on a eues ensemble sur le sucre, sur l'alimentation, sur nos rapports à l'alimentation, qui parfois sont absolument grotesques. Enfin, de nos jours, j'ai l'impression qu'on est tous un peu malades avec ça, quoi. Ouais. Y en a qui mangent pas de gluten, il y en a qui tolèrent pas le lait, il y en a d'autres qui mangent pas pendant 10 heures et après ils ont le droit de manger à partir de 17 heures, mais seulement... Enfin, il y a tellement de plus en plus un rapport à la nourriture qui est de plus en plus complexe, en fait, que quelque part, nous, tout ce qu'on joue, c'est réel pour certaines personnes, quoi. Très réel, même. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Et on sait que pour cette pièce, il y avait que des acteurs, danseurs, cuisiniers non blancs. Ouais, à une exception près, c'est le musicien. Le musicien. Ouais, mais sinon, ouais, on n'est que des non blancs. C'est trop bizarre de le dire comme ça. J'ai repris tes termes. Hein. Oui, j'ai repris tes termes. Je trouve que c'est trop étrange Et oui, de le dire comme tu l'avais dit avec des grands guillemets dans la voix. Oui. Des non blancs, ouais. Bah ouais. Après, c'est... Pardon, je t'ai coupé, t'avais une question. Non, c'était je te lançais là-dessus. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, c'est encore... C'est une rareté un peu dans le paysage théâtral. Ça commence à changer, beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à faire du théâtre, et je suis pas spécialement vieille, mais tu vois, genre, j'ai commencé le théâtre, j'avais, genre, je sais pas, 14, 15 ans, et je voyais vraiment jamais d'acteurs... je voyais vraiment jamais d'acteurs qui me ressemblaient, quoi, au théâtre. Et puis, et ça, je l'ai découvert bien plus tard, mais le théâtre français a un rapport très particulier avec le théâtre français. La question de la langue française, la question d'être le pays de Molière, le pays de Marivaux, etc., ça fait peser un poids, mine de rien. Et c'est vrai que moi, quand je prenais des cours de théâtre, quand j'ai commencé, il y avait un rapport à la langue qui était déjà... comment le dire, on parlait pas sur scène comme on parlait dans la vie. Et du coup, il y avait déjà un rapport à la langue qui était classiste, en un sens. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais, il y avait un truc précieux, comme un truc qui était réservé à un certain type de personnes. Comme s'il y avait une certaine classe sociale qui va au théâtre, une certaine classe sociale qui fait du théâtre, comme si c'était quelque chose qui, enfin, en tout cas pour moi, et je sais que je n'ai pas été la seule à le penser, mais qu'il y avait déjà quelque chose d'excluant. Et quand tu rajoutes à ça
la couleur, tu vois, la question de la couleur. C'est vrai que moi, j'allais au théâtre et je voyais jamais d'acteurs noirs, quoi. Je voyais jamais d'acteurs noirs. Je rentrais à la maison, j'allumais la télé. Dans le cinéma français, il n'y avait jamais d'acteurs noirs. Moi, j'ai su que c'était possible d'être actrice et noire parce que des fois, il y avait des exceptions, tu vois. Il y a une exception, c'était Aïssa Maïga. Quand j'ai grandi, je la voyais dans les films et tout, et dans les films français, donc je me doutais que c'était possible. Après, il y avait le Graal, qui était la pop culture américaine, où, tu vois, tu regardais la télé et tu avais des sitcoms avec des familles entières qui me ressemblaient. Mais si tu veux, c'était impensable. En France, c'était impensable. Maintenant, les choses, elles sont un peu en train de changer, mais c'est vrai que le travail d'Eva, et particulièrement les pièces qu'elle monte, etc., sont des raretés en termes de distribution dans le paysage culturel français. Si tu veux voir autant de personnes noires au plateau qui ne dansent pas, parce que c'est aussi le truc, tu vois, évidemment, il y a de la danse dans notre spectacle, il y a un danseur, mais moi, les rares fois où je voyais... c'est rare de voir des acteurs vraiment, des distributions entièrement noires, quoi. Souvent, c'est effectivement des troupes de danseurs du Mali ou de Côte d'Ivoire qu'on fait venir en France comme ça. Mais sinon, ouais, c'est super maxi rare. Justement, je voudrais te faire réagir sur une petite citation. Citation qui est sortie d'un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Yes. Un recueil de textes d'actrices. Yes. Et notamment sur la question de la présence d'acteurs ou d'actrices noires dans les écoles. Ouais. Parce que il y a ça aussi, j'imagine. Il y a la question aussi des écoles, des formations. Je voudrais te lire un extrait de Kharidja Touré. Ouais. Qu'on a pu voir dans le film Bande de filles de Céline Sciamma, Yes. dans Ce qui nous lie de Cédric Lapiche aussi. Elle dit j'ai été abordée par la responsable du casting de Bande de filles à la Foire du Trône où je me baladais un après-midi. Je me suis demandé pourquoi l'équipe cherchait les gens dans la rue. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'il n'y avait pas de noirs dans les écoles de théâtre, ou très peu. On n'existe pas, on est introuvable. J'étais choqué de comprendre ça, de voir que la directrice de casting avait dû se rendre à Châtelet, à Barbès ou en banlieue. Est-ce que tu as un commentaire à nous faire là-dessus ? Ouais, si, qu'est-ce que je peux te dire ? Déjà, toi, tu as fait quoi comme école de théâtre ? J'ai fait l'École nationale de Montpellier. Je suis sortie en 2016. Et déjà, j'ai envie de dire... déjà, ma promo, en tout cas à l'ENSAD, donc, était déjà assez particulière. Au sens où il y avait un rebeu, une japonaise, il y avait moi, il y avait... Enfin, on était déjà une promo très diverse. Et c'est absolument rare. C'était absolument inédit déjà, à la base. C'était recherché ? Je crois même pas. Je crois pas. Je crois que c'était juste vraiment... je sais pas ce que les jurés se sont dit. Parce qu'à l'époque, c'était pas trendy, tu vois. Parce que maintenant, c'est trendy de dire allez, on va faire des promos où il y aura que des noirs. On va faire des promos où, quand même, on va en mettre 2 ou 3. Enfin, c'était, si tu veux, en 2013, c'était pas encore Pourquoi c'est devenu trendy, justement ? C'est devenu trendy. Et quand je dis trendy, c'est plus et moins, quoi. C'est positif et négatif, tu vois. Mais en vrai, c'est devenu trendy parce qu'à un moment, je pense qu'il y a des gens qui ont dû rendre des comptes là-dessus. C'est-à-dire que fut un temps où tu rendais pas de compte sur ce genre de questions. Parce que c'était l'ordre établi, en fait. Tu vois, c'était comme ça. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a des assos qui ont pris position. Il y a des gens qui sont un peu sortis de leur silence pour dire les choses. Il y a eu des prises de conscience aussi que la vérité, c'est que
le public qui fréquente les théâtres à l'heure actuelle est un public vieillissant, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les gens qui vont au théâtre, c'est fabuleux, mais en vérité, c'est dur de ramener des personnes jeunes au théâtre, des personnes de 20 ans, des adolescents, surtout quand la concurrence est très rude, avec Netflix, avec toutes les plateformes, etc. Qui va au théâtre maintenant? Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir faire venir des jeunes personnes dans les théâtres, il faut leur montrer des gens qui leur ressemblent, en fait. Et tout le monde n'est pas un homme blanc hétéro. ça serait bien, mais c'est pas le cas. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective. Et aussi, qu'on se le dise aussi, tu vois, il y a un truc de... Comment on brise les barrières aussi. Et c'est aussi un truc de classe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une personne, je sais pas, un jeune arabe de banlieue, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie d'être au Conservatoire de Paris? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas envie, lui aussi, de dire du Molière, de dire du Marivaux, etc. Pourquoi ça devrait être réservé à un certain type de personnes, en fait? Donc il y a vraiment une ouverture qui se fait. Maintenant, pour ce qui concerne Khadija Touré et ce qu'elle dit dans le livre, c'est encore un autre truc, quoi. C'est le principe du casting sauvage, quoi. C'est-à-dire cette idée selon laquelle on va essayer d'aller trouver les gens dans la rue. Parce que la vérité, c'est que, Bande de filles, c'est quelle année? C'est, je sais pas, peut-être 2013, 14? Je veux pas dire de la merde, hein, mais c'est pas si vieux que ça comme film. Donc, des Noirs qui faisaient des écoles de théâtre, il y en avait. Enfin, moi, des Noirs qui font des écoles de théâtre, qui sont sortis de leur école dans ces années-là, j'en connais. Donc c'est aussi, c'est à dessein qu'on fait ça. C'est à dessein qu'on va chercher les gens dans la rue pour leur proposer de jouer des gens normaux. Enfin, pour leur proposer des rôles et pour qu'il y ait un truc naturel à l'écran, quoi. Moi, je suis complètement opposée à ça, mais parce que je crois que les acteurs sont là pour ça, quoi. Tu veux dire aussi qu'on cherche des acteurs ou des actrices noires presque amateurs pour avoir un côté naturel, que c'est comme ça qu'on les représente et que c'est les rôles qu'on a à proposer. Ouais, mais parce que... Et c'est pas que les Noirs, hein, malheureusement, tu vois, c'est une mode, quoi. Chaque année, mais vraiment, j'exagère à peine, chaque année, on nous sort un nouveau film avec genre une gueule qu'on a trouvée dans la rue, parce qu'il y a aussi une mythologie autour de ça. C'est super de trouver des acteurs dans la rue. Je trouve c'est terrible, parce que déjà, ça crée des... acteur, c'est un métier, hein, voilà. Après, moi, je pense que tout le monde peut être acteur. Mais je pense que ça s'apprend, comme beaucoup de choses. Et donc, chaque année, on nous ramène la nouvelle gueule, découverte dans la rue. Ah, il était plombier. Ah, elle était boulangère. Et on les propulse à des endroits de célébrité et de fame qui sont inimaginables et qui sont ingérables déjà pour une personne dont c'est le métier. Et ça crée des choses... ça crée des choses qui sont pas toujours éthiquement pas toujours chouettes, quoi. Et sur le plan personnel, tu vois, je pense que c'est touchant aussi d'entendre ce que Khadija Touré, elle aurait à dire là-dessus. Ce qu'elle a à dire là-dessus aussi, au sens où Bande de filles, le film en lui-même, je sais pas, parce que des fois, il y a des films... je sais pas même ce que Céline Sciamma en pense, tu vois. Mais moi, j'ai eu l'impression, quand je voyais ce film, d'être clairement dans le fantasme d'une personne par rapport à un type de personne. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper passionnant aussi de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut aller trouver une gamine. Parce que, basiquement, c'était une enfant aussi, hein. Comment est-ce que tu peux aller trouver une gamine à la foire du trône et lui proposer de participer au fantasme de quelqu'un d'autre sur les bandes de filles, sur ces nanas que tu croises à Châtelet ou à Barbès. Moi, je trouve je trouve qu'il y a un truc violent un peu. Mais
Mais ouais, ouais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, en tout cas, ce film, sur les représentations, justement. Enfin, voilà. C'est un film qui date donc de 2014, j'ai vérifié. Ah. Donc t'avais vu juste. On est en 2022. Ouais. Est-ce que ça a bougé? Au cinéma ou au théâtre, hein, d'ailleurs? Je vais surtout parler du théâtre, parce que c'est quand même le milieu où je travaille le plus. Et tu fais du cinéma aussi, hein? Ouais, je fais un peu de cinéma, et je vais te dire, ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est trop drôle, parce que maintenant, j'ai énormément de propositions de rôles outre-Atlantique. Enfin, genre, on me propose des rôles anglophones, on me propose énormément de choses comme ça, pas du tout en France, en fait. Et parce que je parle anglais. Mais en France, on me propose encore... qu'est-ce qui s'était passé dernièrement? Ah si, dernièrement, j'ai reçu... Je vous dirai pas qui ni quoi, hein, je balance pas de nom quoi, mais... Non, mais quel genre de rôle? J'ai reçu une proposition de rôle, et la description du personnage, c'était « brute de décoffrage en apparence, mais femme néanmoins ». Enfin, un truc, mais si tu veux, enfin... À un moment donné, tu peux pas ne pas te sentir insulté quand tu reçois ce genre de proposition. Genre, femme néanmoins, brute de décoffrage en apparence. Et tu te dis genre, ok, bon, déjà, je saurais même pas par où commencer pour... Enfin... Et après, tu lis un peu, genre... tu lis un peu le scénario, si c'est une série. Enfin, là, en l'occurrence, c'était une série. On m'a envoyé 2-3 épisodes pour que je puisse avoir une idée de qui le personnage était. Et genre, c'est là que tu te rends compte que, bon, bah, clairement... c'est un personnage... On a décidé que le personnage serait noir au dernier moment. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah. Ouais, mais on a décidé que le personnage serait noir au dernier moment parce qu'il y a aussi des questions financières derrière, et je peux pas rentrer dans les détails de ça parce que je ne les connais pas. Mais il y a aussi, maintenant, tu peux plus faire des distributions complètement blanches et t'en sortir indemne sur le plan des aides financières comme c'était le cas avant, tu vois. Mais donc, du coup, ça donne lieu à des trucs où toi, enfin moi, en tant que comédienne, on m'envoie sur des castings et... Un peu improbable. Comment ? Un peu improbable. Improbable, mais jusqu'au point où, si tu veux, il y a encore 1 an, on m'a envoyé sur un casting et j'arrive et on me file le scénar et le nom du personnage... Le nom du personnage, tu vois que en fait, le nom, je sais pas, Pauline était barré et qu'à côté, il y avait marqué au stylo Fatou, tu vois. Genre, mais des trucs où tu te dis, mais... D'accord. En fait, c'est complètement absurde. Enfin, on est rentré dans un cercle de l'absurdité. Et je comprends qu'on en passe par là. Parce que je pense qu'à un moment, il faut y aller, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils sont contre les quotas. Moi, j'arrive pas à me prononcer parce que je crois qu'à un moment donné, si t'en mets pas, tu n'auras pas de résultat. Enfin... Le cinéma français arrive à un tel point que si t'obliges pas, ça n'arrivera pas, quoi. Mais ouais, pour répondre à ta question, Bande de filles, c'est 2014, aujourd'hui on est en 2022. Je crois que les choses, elles avancent. Mais elles avancent aussi parce qu'il y a un truc trop beau qui se passe aussi, c'est la contre-culture, quoi. C'est qu'il y a des tas de gens qui s'identifient pas à ce qu'ils voient et qui sont talentueux, qui savent écrire, qui savent jouer, qui savent même, je sais pas, tu vois, en technique, quoi, qui savent monter, qui savent tourner, réaliser, et qui se disent, mais en fait, on n'a plus besoin de passer par les canaux traditionnels pour faire les choses. Et maintenant... Enfin, on vit dans une époque où tu peux faire un film avec ton iPhone, en fait, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça beau, tu vois, l'idée de se dire qu'on n'est pas obligé de... qu'on peut aussi décider de... comment dire, de créer ailleurs, d'être inspiré ailleurs, de faire autrement... et qu'on peut aussi dire qu'on laisse le cinéma français, entre guillemets, à ceux qui en veulent, et qu'on fait autre chose, quoi. Et ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et outre-Manche, ça commence à se réveiller un peu plus qu'en France, quoi. Bah, outre-Manche, c'est carrément un autre level, quoi. Ouais.
Mais même en Allemagne, si tu veux, enfin... En vrai, le théâtre français, il a aussi, et ça je l'ai découvert bien plus tard, mais il a aussi une réputation... Enfin, genre, les Allemands se moquent de nous, quoi. Enfin bon. Non, mais D'accord. c'est vrai, c'est qu'on Ouais. on se prend très au sérieux, quoi. On se prend très, très au sérieux. Les principes de casting, tu vois, en ce moment, je suis en train de tourner une série anglaise, et ça n'a rien à voir, quoi. La question de la diversité, la question de l'éthique au travail, tu vois, toutes les questions d'utiliser les pronoms, les bons pronoms pour les bonnes personnes, la question des représentations noires, mais également LGBT, enfin, tu vois, tout ça, c'est... En France, il y a encore tellement de choses à faire. Et aussi dans l'idée de cesser d'imaginer les personnages noirs comme nécessairement issus des quartiers populaires. Enfin, tu vois, il y a Oui. ce truc aussi de dire si tu vois un noir à l'écran, c'est un dealer ou c'est un policier ou c'est une prostituée ou c'est une femme voilée oppressée. Enfin, c'est des poncifs un peu comme ça qui reviennent souvent et c'est comment tu dépasses ça quoi pour que chaque acteur puisse défendre un vrai rôle, quoi, puisse dire des choses au-delà du stéréotype, en fait. Et justement, est-ce que le théâtre documentaire, ça permet un peu plus de replacer Bah, en tout une, cas, autophagie, oui. une certaine réalité? Ouais, bah ouais. Enfin, c'est l'espoir, enfin, c'est l'espoir que moi je nourris à travers ce spectacle, quoi. C'est aussi l'idée de se rassembler autour de quelque chose qui nous dépasse, quoi. Quelque chose de plus grand que nous. Et quoi de mieux que la nourriture, en fait. Enfin, C'est vrai. voilà. C'est Après, vrai. je peux pas parler pour le théâtre documentaire en général, mais c'est vrai que, ouais, moi j'ai, enfin, pour Autophagie, c'était vraiment, vraiment l'objectif, quoi. D'accord. Mais à présent, on va passer aux questions en rafale. Je te pose des questions auxquelles tu dois répondre le plus rapidement possible. Ok. Ça va très vite. Donc, Ok. tu réfléchis pas, tu prends ce qui te vient à l'idée. Oh, mon D'accord? Dieu. Ok. Sachant qu'il y a quelques questions que tu as déjà répondu, donc je pense que ça va aller D'accord. vite. C'est bon, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ton plus vieux souvenir de théâtre? Mon plus vieux souvenir du théâtre, c'est un spectacle qui s'appelait Le Roi Lear, qui était mis en scène par un gars qui s'appelle Jean-Christophe Sivadier. Et j'ai eu un fou rire pendant une scène de tempête. Et le fou rire a duré vraiment 15 minutes. Et j'étais assis à côté d'un très bon pote à moi. Et on n'a pas réussi à s'arrêter de rire. Et c'était à ce point-là génial. C'est mon plus vieux souvenir de théâtre. J'allais te demander ton plus beau souvenir de théâtre. Même chose. Même chose. Ouais. Ce qui aurait pu t'empêcher de faire du théâtre? Clairement, mes parents. Ton astuce anti-trac? Je danse très très fort avec des écouteurs avant de rentrer en scène. Qu'est-ce que t'écoutes? Tout. Tout. J'écoute n'importe quoi pourvu qu'il y ait une bonne basse et que ça bouge et voilà. Ok, astuce anti-trac, une bonne basse dans les oreilles. Ouais. Qu'est-ce que tu attends du théâtre aujourd'hui? J'attends qu'il change le monde. Et je peux attendre longtemps, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher au théâtre aujourd'hui? Ce que je pourrais reprocher au théâtre, de un peu se laisser un peu mourir, un tout petit peu. Ton dernier coup de cœur? De théâtre? Ouais. Waouh. Ah si, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Oui, mais je suis impartiale parce qu'il y avait mon meilleur pote dans la distribution. J'ai vu Antoine et Cléopâtre. Et comme j'ai un total coup de cœur sur mon meilleur pote, bah du coup c'est mon coup de cœur pour le spectacle. Ton dernier coup de gueule de théâtre? Antoine et Cléopâtre, non je plaisante. Non, mon dernier coup de gueule, c'était par rapport à toute une histoire qui a eu lieu en rapport avec Bertrand Cantat, qui faisait la musique pour un spectacle qui jouait à la Colline. Et il y a toute une bande de femmes qui s'est mobilisée pour dire que c'était pas très bien. Et on leur a répondu en disant qu'elles faisaient une chasse aux sorcières. Et ça m'a vraiment...
Ça m'a vraiment fait du mal. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cool. Et du coup, ça m'a donné envie de faire des protestations devant les théâtres. Donc voilà, ils auront tout gagné. Alors, tu as déjà répondu, mais pourquoi on dit que le théâtre peut être élitiste? Bah parce que, je veux dire, au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes personnes qui se réunissent pour parler des mêmes choses, sans vouloir trop inclure les autres, ou à un moment, c'est comme une espèce de bouillie, de bouillie toute seule qui se regarde, etc. Donc c'est excluant. Puis, ouais, il y a une mission quand même des théâtres, hein. Normalement, tu peux pas juste être dans un théâtre et pas faire une mission auprès des gens. Enfin, moi, je connais des gens qui savent pas qu'il y a des théâtres dans leur quartier, parce qu'on ne leur dit pas, tu vois. Ouais. Donc voilà. On t'avait invité à venir avec un bout de la pièce. Oui. Un costume, un accessoire, un fragment de décor, ce que tu voulais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as choisi et est-ce que tu peux nous le montrer? Ouais, si je le trouve, je peux te le montrer. Hop. J'ai amené des tomates. Des tomates. Oui. Bon alors, explique-nous. C'est quoi ces tomates? En fait, dans le spectacle, on parle de la culture de la tomate. Et Eva, elle dit des choses très très belles sur le sud de l'Italie qui cultive la tomate et les travailleurs qui la cultivent, qui sont souvent des sans-papiers, qui tentent la traversée de l'Afrique jusqu'à l'Italie et qui se retrouvent piégés par des gens très très malveillants qui les forcent à travailler dans les champs de tomates. Donc elle parle de ça, et à un moment on parle aussi du garba. C'est un plat ivoirien. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais en ramener ici. Ça fait un peu exposé, non? Ça fait un peu genre j'ai ramené mes petites tomates et je voulais vous en parler, etc. Mais c'est un élément important du spectacle. Oui, c'est un élément du spectacle, ouais. Oui. Je pense que c'est même toi qui dis dans le spectacle, qui dit la terre ronde comme une tomate. Terre est ronde comme une tomate. J'aimerais tellement que ça soit moi qui le dise, mais c'est pas moi qui le dis. Mais c'est moi qui parle juste après. Mais ouais, la terre est ronde comme une tomate, ouais. Bien, merci beaucoup, Olga, d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à toi. C'est le moment de t'écouter pour cette lecture d'un extrait de ton choix de la pièce Autophagie. Yes. Alors, Autophagie avec sur scène Alexandre Bellaola, Bamoussa Diomandé, Eva Doumbia, Lionel Elian, Angelica Kiyomi-Tisser et Olga Mouak. Avec la participation de Fargas Assandé, un texte d'Eva Doumbia et Armand Gauze, mise en scène Eva Doumbia, cuisine Alexandre Bellaola, musique Lionel Elian, chorégraphie Massidi Adiatou, lumière Stéphane Babi-Aubert, scénographie, costumes et accessoires Sylvain Vavran, vidéo Sandrine Resdoffer, images Charles Huitin et Lionel Elian, son Cédric Moglia, regard extérieur Fabien Aïssa Boussetta, assistana à la mise en scène et dramaturgie Karima Elkaraz et Sophie Zanon, régie générale Loïc Jouanjean, administration de production Cerise Praxi. Olga, nous t'écoutons pour cette interprétation que tu nous livres ce soir pour Tête de lecture. Nos tasses de café, nos assiettes, sont habitées par les morts et par les supervivants. Des fantômes et des corps survivants. Dans nos corps, un trou silencieux. Il hante nos assiettes, nos estomacs. Mais toute vie est une vie, disent les chasseurs malinqués. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une autre vie exige réparation, disent les chasseurs. Dans cette tomate que je mange réside une âme infinie. Les chasseurs malinqués parlent à l'âme qu'ils séparent du corps de l'animal dont ils ôtent la vie. Toute vie est une vie. Ceci n'est pas mon corps. Ceci est le corps des ancêtres déportés, de mes frères et sœurs restés au pays ou partis. Ceci est le corps de mon cousin Amidou, qui cultivait le cacao, de mon père Amadou,
mort loin de la terre des siens, de mon père Mamadou, rendu sans doute fou d'avoir compris cela. Ceci est le corps de ma sœur Hawa, de mes femmes Ramata, Maflani et Zanissa, qui cueillent et cultivent les arachides. Ceci est le corps de ma fille Rantou, qui rêve d'un avenir lointain. Ceci est le corps des inconnus aux pieds nus que je croise dans les gares hivernales. Ceci est le corps des enfants qui travaillent en Chine dans les champs de tomates, des travailleurs chinois enfermés chaque matin des villages sur les champs. Ceci est le corps des adolescents ghanéens, des adolescents marocains qui ne se révoltent pas contre le caporal italien. Ceci est leur corps, ceci est mon corps, ceci est nos corps. Et nous vous invitons à combler le vide en les mangeant tous avec moi. Merci Olga d'avoir été notre tête de lecture ce soir. Toute l'équipe de tête de lecture se joint à moi ce soir pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et vous rappelle en passant que des pièces de théâtre peuvent faire un excellent cadeau. Il y en a pour tous les porte-monnaies. Alors on vous dit à l'année prochaine, prenez soin de vous. C'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.